ils sont arrivés ici, ils ont monté la côte, ils ont tourné vers le puits là, tu as vu, il y a le puits là, hein, il y avait un passage, ils ont installé les camions dans le pré, ils ont installé leurs canons, enfin leur champ de tir, et les cibles là-bas, à la cabane. Et ils ont tiré pendant 3 heures à peu près, de là-bas à là-bas, voilà. On voit encore la vieille cabane. Hein. Et alors mon père, avant de partir à la guerre, il avait enterré des fusils dans la cabane, sous un peu de terre, des sacs et tout, qui étaient à ça à peu près de profond. Si jamais ils avaient trouvé des fusils, ils tuaient ma mère qui était avec sa tante ici à la propriété, quoi, qui gardait la propriété. Quoi. Le 6 juin 40, il y a un général qui, à Londres, un monsieur qu'on ne connaissait pas, qui a fait un appel. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Mon frère et moi, nous avons décidé de tâcher de rejoindre l'Angleterre et de Gaulle. On était à Montflanquin. On a pris des vélos et on a été à Bayonne, parce qu'il y a un port, et on pensait que de là, on pourrait aller en Angleterre. Il y avait en effet un bateau qui emmenait les restes des soldats polonais en Angleterre, mais le capitaine du bateau n'a pas voulu nous prendre parce qu'on était trop jeunes. Donc, on est revenu à Montflanquin. Et puis, j'ai fait mes études, et mon frère aussi. Et en 1943, il y a eu l'obligation de partir en Allemagne. Le travail obligatoire en Allemagne. Le STO, Service de travail obligatoire. Nous, comme on ne voulait pas y aller, on a été voir Monsieur Andrieux, qui était un négociant de Montflanquin, et on savait tout ce c'est un petit peu, qu'il était de la résistance. Donc on a été le voir, et on lui a dit on ne veut pas aller en Allemagne, et on voudrait aller au maquis, on en parlait un peu. Alors il nous a regardés, on était des petits jeunes quand même. 8 jours après, M. Andrieux m'a donné l'adresse d'un maquis en Haute-Savoie. C'est fait loin. Et un mot de passe, parce que tout était secret. Donc, j'ai été au maquis, et le maquis a été attaqué par des gardes mobiles, d'abord, des gardes mobiles. Hein? Et on s'est caché, ils en ont pris une partie des gens du maquis. Hein? Et parmi ceux qui restaient, je suis resté avec un chef de groupe. On était poursuivis par les Allemands. Et l'ordre nous a été donné de disperser le camp, que chacun entre chez soi. Donc je suis revenu à Montflanquin en septembre-octobre 1943 et j'ai été revoir celui qui m'avait donné le mot de passe pour aller en Haute-Savoie et je lui ai dit voilà le camp a été dispersé, je viens vous voir. Il m'a dit écoute petit, on n'a pas besoin de gens
dans notre camp du maquis, reste chez toi, quand on en aura besoin, on fera signe. Voilà mon entrée dans la résistance. Hein. J'étais rentré avec ce groupe-là, avec le capitaine Tessier. Parce que toutes les nuits, je montais sur le front. Hein. Je prenais les communications, je les passais d'un côté à l'autre, et après, je partais sur le terrain, j'avais mon téléphone portable et des écoutes partout, et jusqu'à 1 kilomètre de câble, on déroulait, puis il y avait le central, je communiquais avec le central, j'étais avec 4 confrères tout le temps qui m'accompagnaient, parce que j'ai eu un petit revolver, moi je ne peux pas porter un fusil. J'avais assez du téléphone qui faisait presque 10 kilos, avec les batteries dedans. Et là, et puis je donnais les communications, ce qui passait sur le front. Si on voyait quelque chose d'anormal, on le signalait alors. Alors j'avais un voisin, un jeune comme moi, mais lui était fils de propriétaire. Il me dit, si tu veux rentrer à la résistance, je suis en relation avec Londres. Il était en relation. Et effectivement, le 5 juin, il me trouvait à la soirée, il me dit, là, on part à la résistance. On a reçu l'ordre de partir dans la résistance. Je l'ai suivi, je suis parti de là, dans la résistance. Donc j'ai fait la résistance à Haute-Garonne. On était parti, j'avais reçu l'ordre de Londres de faire sauter la voie ferrée de Toulouse à Bordeaux. Donc on était parti avec 2 voitures. À 7, donc comme on a pris une petite route, la voiture où j'étais, le pneu avant, il a crevé, il s'est tapé dans un arbre. Conclusion, 3 blessés. Alors la deuxième voiture nous a ramenés au PC au départ. Mais en repartant, ils sont tombés sur le barrage. Ils ont été zibouillés tous les 3. C'est-à-dire, on a été dénoncés parce qu'ils nous attendaient au retour à Montbalais. Et les autres sont repartis, c'est là qu'ils sont tombés sur le barrage. Et vous, donc vous êtes revenu au PC? Oui, je me suis sauvé. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai eu l'accident, j'ai eu, je ne sais pas combien de points sur je crois 17 ou 18 points, et puis à la jambe. C'est ça qui m'a sauvé, ils sont restés aussi sur le carreau. C'était à quelle époque ça? C'était d'ailleurs, ça n'a pas tardé, c'est le 16 juin 1944. Oui, je suis rentré à la résistance parce que mes parents étaient de la résistance. Mon père en 1940 était mobilisé. Et il avait un ami qui faisait de la moto, mon père aussi, il était motocycliste à l'époque. Hein. Et alors, il avait cet ami qui était de la résistance déjà, du groupe combat. Alors ils ont parlé ensemble, ils étaient bien amis, et alors mon père s'est remis dans la résistance après sa libération de 1940, de la guerre. Et à ce moment-là, évidemment, nous les enfants, on a participé à la résistance. À l'époque, on avait un parachutage, moi j'ai monté les machines de mitraillettes, les chargeurs, tout ça. Avec mon père, on avait fait un souterrain pour cacher les armes. Alors, les membres de la résistance, M. Stregui, qui était commissaire de police, il était de la résistance. Il avait surnommé mon père la taupe, parce qu'on avait fait un tunnel pour cacher les armes. En Haute-Savoie, j'ai été responsable du petit groupe. Et c'était un petit groupe, il y avait une dizaine de gens, quoi. Hein. On n'avait pas d'armes. Donc, il était exclu qu'on fasse des actions militaires, mais on cherchait à ne pas être attrapé pour aller au service du travail obligatoire. Donc, mon travail en tant que chef de groupe, c'était de trouver un endroit tranquille où les gendarmes ne viennent pas nous voir, et puis le ravitaillement. Et de dire, bon ben toi tu vas faire la cuisine aujourd'hui et un autre demain. Ça ressemble beaucoup à une colonie de vacances, sauf que il fallait changer
d'endroit de temps en temps pour que les gendarmes ne sachent pas où nous étions. Ou les Allemands, après ça a été les Allemands. Donc les Allemands nous ont cherchés aussi, et on se déplaçait. On voyait les Allemands qui étaient de l'autre côté de la vallée, on savait qu'il ne fallait pas aller de ce côté-là. Ce petit sac avec son numéro matricule dans lequel ils mettaient leurs maigres affaires personnelles. Et voilà. Le vêtement qu'ils portaient été comme hiver, quel que soit le temps. Pas de gilet de peau, rien de tout ça. Uniquement ça. Quand il faisait moins 15 ou moins 20 dans l'hiver 44, il a fait très froid là-bas. Ils n'avaient que ça. Nous nous sommes mariés en 1961 et il avait 14 ans de plus que moi. Donc la première chose qu'il m'a dite quand nous nous sommes rencontrés, c'est qu'il avait été déporté, mais il n'aimait pas beaucoup parler de sa déportation parce que chaque fois qu'il évoquait cette période, c'était pour lui un traumatisme. Je m'en suis rendu compte quand nous avons été mariés, évidemment. Il passait de très mauvaises nuits, il faisait encore des cauchemars, et plus particulièrement lorsqu'il évoquait cette période, évidemment. Ça l'avait beaucoup secoué. Il avait 21 ans à l'époque. Il a d'abord été résistant. Dès 1940, il est entré dans la résistance avec René Fillol et d'autres. Et c'est à ce titre-là qu'il a été arrêté pour la première fois et emprisonné à la prison d'Agen. Alors, il a été jugé, condamné, évidemment, et on l'a envoyé pour purger sa peine au camp disciplinaire de Boussès, dans les Landes. Il s'est évadé du camp de Boussès, et à ce moment-là, évidemment, il fallait qu'il se cache. Il a été hébergé par des paysans dans la vallée de Beauville. Ces paysans l'ont hébergé, là avec Jacques Chantre d'ailleurs, l'ont caché pendant pas mal de temps, jusqu'à ce qu'il reprenne contact avec la résistance. Et de là, il est parti, on les a envoyés sur Toulouse. Et c'est à Toulouse qu'il a été arrêté de nouveau. Il a été jugé à Agen par le tribunal, qui l'a condamné, exaction, fait de résistance, donc tout ça c'était évidemment condamné. Donc il a été incarcéré à Aix, où il a passé à peu près 6 mois. Ils étaient 1200 à Aix. Alors, les Allemands n'avaient pas envoyé assez de camions. Donc les derniers qui n'ont pas pu monter sur les camions ont fait le trajet à pied depuis la prison d'Aix jusqu'à la gare de Peine. Et évidemment, il y avait les soldats derrière, les Allemands, qui les poussaient et qui les battaient. L'un d'eux a même été tué sur le parcours. Donc, ils ont embarqué dans des wagons à bestiaux, dans des conditions très difficiles. Il faisait très chaud, ils n'avaient pas d'eau, ils étaient les uns sur les autres. Il a été envoyé à Dachau. C'était un accueil, évidemment, très difficile. Ils ont compris qu'ils allaient vraiment être traités comme des bêtes. Ça m'a traumatisé quand même, parce que malgré tout, bon, j'ai fait mon service militaire, je suis parti en mon service militaire donc j'avais 20 ans. La guerre s'est déclarée et j'ai fait 5 ans de captivité. Je suis parti
en Alsace. Et puis, voilà, de l'Alsace, on a été prisonniers, pris de guerre. Et moi, je suis parti en Prusse orientale. Pendant 5 ans. Quand on est parti, quand on a été prisonnier là, en Alsace, on est parti avec des bestiaux, des camions à bestiaux, des wagons à bestiaux pendant 2 jours. On a mis 2 jours pour aller là-bas. On descendait juste pour aller uriner, comme une dizaine, on lâchait. Il y avait des gardiens à chaque wagon, il y avait des gardiens. Là, on ne pouvait pas s'évader. Hein. Je pense, vous voyez, qu'il y a une différence entre la déportation pour fait de résistance et la déportation raciale dont ont été victimes les Juifs. Mais le but était le même. On les faisait périr, la volonté n'était pas de les maintenir en vie, mais c'était d'exploiter d'abord au maximum leur force de travail pour nourrir l'industrie allemande. Donc tous ces résistants qui étaient en déportation à Dachau travaillaient au quotidien pour l'industrie allemande, pour BMW. D'abord, on était dans des camps. Dans des camps, bien sûr, on était combien 3000 ou plus, là. Les cheveux coupés, douche, et puis voilà, et chacun, après dans le camp, il prenait après selon le métier que vous aviez à faire. Après, on était dispersés chez les civils. Il n'y avait plus d'Allemands, il fallait bien que les Français les remplacent. Alors moi, j'ai commencé en boulangerie. J'avais fait en boulangerie. Après, j'étais en ferme, j'étais dans les bois, j'ai été un peu partout, pendant 5 ans. Hein. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez ressenti de la peur? Quand les Russes bombardaient. Les Russes bombardaient, là, on était mélangés avec les Allemands, évidemment, dans les camps. Et là, ils les bombardaient. Et ils ne voulaient pas nous tuer, vous croyez, mais en fait, ils nous faisaient peur. C'était des avions très légers qui lançaient des bombes. Et là, moi, je me rappelle, j'ai été recouvert de terre. Hein. J'avais une valise, là, on voyait qu'on allait se faire tuer. Hein. Là, il y a eu les morts, là, pas mal. Hein. Ah là, oui, là, j'ai eu peur, là, hein. Oui, vraiment. Et bon, on était à plusieurs. Hein. Vous étiez inquiet ou... Non, pas du tout, pas du tout. J'étais là, j'étais sûr de moi. J'avais pas peur, non, j'ai pas peur. Alors bon, on la voyait tous les jours, la mort. Elle était obligée de voir en temps de guerre, tous les jours. Puis le copain à côté, il est mort, mais tu es là, c'est de continuer, hein. J'ai jamais eu peur. J'ai eu la chance de passer à travers, j'ai des copains qui étaient à côté, mais moi, j'ai jamais rien eu. Il y avait quand même dans les camps un esprit de solidarité. Ils se soutenaient entre eux autant qu'ils le pouvaient. Et mon mari me disait que, heureusement, il s'entendait très bien avec le déporté qui partageait son grabat, qui était un avocat hollandais. Et donc, avec cet avocat-là, ils essayaient de se soutenir autant qu'il leur était possible de le faire. Toutes mes étapes que j'ai faites sont là. À tel endroit, voilà. À chaque fois qu'on avait une année, allez, on croyait être toujours libéré, puis je mettais toujours, et puis finalement, on est arrivé en 1945, on était toujours là. C'est les Russes qui nous ont libérés. Les Russes et les Américains qui sont venus à Magdebourg en France, là, pour nous libérer. Là, on a été libérés. À ce moment, quand on était libérés, on vivait depuis 2 mois en pleine forêt, sans rien. Alors, on était à la merci de piller pour manger. Là, moi, j'avais perdu, je pesais 50 kilos à peine. Hein. Et alors, comme toutes les voies ferrées étaient à moitié démolies ici en France, ça fait que d'Allemagne, pour venir en France, on a mis au mois et demi. On a été libérés au mois de mai, moi je suis rentré chez moi au mois de juillet. Les Allemands sont partis d'Agen, donc nous avons été défilés à Agen en disant que c'était nous les libérateurs. En réalité, c'est les Allemands qui sont partis. C'est pas tout à fait pareil. Et vous avez gardé quel souvenir de ce moment-là? La grande joie, bien sûr.
personnellement le sentiment d'avoir fait mon devoir. Et troisièmement, tous les abus de la libération avec des incendies, avec des assassinats de personnes, etc. Hein? Je sais comment s'est passé le retour de mon mari, parce que ça c'est ma belle-mère qui me l'a raconté. Mon mari, quand il a été libéré à Dachau, était en très mauvaise santé et il a été envoyé dans une sorte de maison de soins avant de revenir en France. Ce qui fait qu'il n'est pas revenu avec les premiers déportés. Et ce n'est que à peu près un bon mois après le retour des premiers déportés qu'un de ses voisins ou amis, je ne sais pas, est venu lui dire qu'il avait entendu le nom de son fils à la radio et que donc mon mari était revenu sur Paris, était revenu de déportation. Je suis parti en 1938 et je suis rentré en 1945. Ça fait 7 ans. J'ai resté 7 ans sans revenir chez moi. Quand c'était terminé, quand libéragé, je crois que c'est le 20 ou 21 août, un truc comme ça, on a dit qu'ils voulaient continuer. C'est là qu'ils ont formé ce bataillon d'Alsaciens-Lorrain. Là. On n'était que 2 qui étaient du Midi. Un de Marmande et moi. Les autres c'était des Lorrains, Alsaciens, réfugiés dans le sud-ouest. On a fait 3 semaines de classe là, où ils nous ont armés et habillés. Affectés à la première armée française. En 1945, je me suis engagé dans l'armée. Donc, on m'a affecté à un bataillon, premier bataillon de chasseurs, et on a fait de l'occupation en Allemagne. On était soit à disposition du 23e régiment infanterie coloniale ou en 9e division relevée, quoi. On a fait la campagne d'Alsace. On a fait d'ailleurs autour de Mulhouse, les marchés qui étaient libérés. On a fait la poche de Colmar. On est monté sur Strasbourg, c'est Espayer qu'ils appellent. On a traversé le Rhin, on est descendu par Cazeroux et on a fini la frontière autrichienne. La guerre était finie en mai 1945, hein? Et on a vu passer un camion avec dessus des déportés avec la tenue rayée blanc et gris qu'on a vu dans la télé. Et évidemment, tous ces gens-là étaient libérés, étaient dans des camions, ils allaient rentrer en France. Il y avait un poste, une barrière, avec tous les prisonniers déportés. Ils partaient là se faire désinfecter, tu vois, parce qu'ils les désinfectaient et ceux qui les marchaient, ils restaient 8 jours. Alors, il y a qui sortaient vivants, d'autres qui sortaient morts. Bien sûr, les camps de prisonniers, on en avait parlé, hein. Ça nous a émus et le capitaine nous a dit il nous faut 50 couvertures, parce que ces gens-là étaient au mois de mai, mais enfin, ils étaient il faisait quand même froid, c'était à côté de l'Autriche. Hein. Alors, comme je parlais allemand, le capitaine m'a dit « Odier, vous allez au village et vous réquisitionnez 50 couvertures. » Donc, j'ai été au village, j'ai été voir le maire et je lui ai dit « Il nous faut 50 couvertures. » Bon, alors, le maire a fait son travail, il a rassemblé les villageois qui étaient là, parce qu'il n'y avait pas toujours beaucoup de monde. Fin 1945, hein, en Allemagne, il y avait des mouvements de population. Je leur ai dit en allemand, bien sûr, il me faut 50 couvertures demain ou cet après-midi, je ne me souviens pas, sinon vous serez tous fusillés. C'était pas très gentil, mais... je ne pense pas qu'il l'ait cru, mais j'ai eu les couvertures. Quel message vous voudrez donner aux jeunes? Qu'est-ce que vous voudrez dire aux jeunes? Je crois que la première chose, c'est de ne pas avoir de haine
qu'il y a toujours eu des guerres, qu'il y en aura toujours, que les pays ne s'entendent pas, des révolutions ou autres. Il y a toujours, depuis toujours, il y a des conflits entre personnes, entre groupes, et la première des choses, c'est de ne pas avoir de haine qui entraîne à des drames. Qu'est-ce que vous aimeriez que les jeunes fassent ou Qu'ils vivent en paix, que chacun ait un travail et qu'ils vivent en paix, qu'ils ne soient pas toujours la peur d'être mobilisés un jour ou l'autre dans une guerre. Il faut que les jeunes essaient de faire l'effort de connaître cette histoire, non pas pour s'apitoyer sur le sort des déportés, internés, qui ont connu ces horreurs. Ils ne voulaient pas ça, mais surtout pour aller de l'avant et éviter que ce genre de manifestation ne se renouvelle. Ce monsieur Gérard Estréguil a profité de ce que je sois rentré gamin dans ce garage et pour justement saboter les véhicules qui avaient été réparés. Alors, ce que je devais faire, chaque fois qu'il y avait 2 ou 3 véhicules de près qui avaient été réceptionnés, on savait que le lendemain, ils allaient partir. Or, dans la nuit, il fallait que je laisse entrouvert un petit vasistas des WC et il mettait à ma disposition 2 agents de police qui me faisaient la courte échelle pour sauter dans la WC et rentrer dans le garage sans qu'il y ait de problème. Oui. Et là, il me donnait également des poches de sucre cristallisées. Et il fallait que je verse dans chaque réservoir un de ces sachets de sucre. Et bon, ce qu'il y a, c'est que le trajet du Courvois-Chiton à la gare n'était pas très éloigné, il y a peut-être 700 ou 800 mètres. Mais là, le véhicule